Bonjour, je suis artiste peintre fresquiste et je vais vous exposer la très belle technique de la fresque. J'ai choisi dans une première vidéo de vous présenter l'atelier du fresquiste. Voici une photo. Cette photo de l'atelier, c'est en réalité le lieu du chantier. Bien souvent, si l'on réalise des fresques religieuses, des fresques à caractère sacré, comme c'est mon cas, ce lieu du chantier, cet atelier, c'est souvent la chapelle elle-même, ou l'église. C'est une chance d'ailleurs. Soit dit en passant, j'ai souvent travaillé seul, en compagnie du Seigneur présent dans le tabernacle. Plus qu'une chance, c'est une grâce. Or, dans la photo de cet atelier, réunis dans un même angle, on peut récapituler tous les matériaux nécessaires au fresquiste. D'abord, les matériaux du maçon. Parmi ces matériaux viennent les matières premières, à savoir le sac de chaux et le sac de sable. La chaux, base de la technique de la fresque, d'une blancheur immaculée, qui cristallise carbonate. Le sable, base de l'enduit mural, qui donne solidité. Puis viennent les outils du maçon. L'auge, dans lequel on met le sable et la chaux. Le mélangeur, qui peut être un mélangeur électrique, de nos jours c'est tout de même pratique. Puis les truelles, les platoirs, sans oublier le tamis qui permet d'obtenir la taille, la grosseur, le diamètre du sable voulu en fonction de la finesse de l'enduit. Enfin, dans ces matériaux de base, il y a l'infrastructure. L'escabeau pour monter à la bonne hauteur, voire l'échafaudage si on a une fresque de grande ampleur en hauteur. Enfin, et ça c'est l'inconditionnel, non pas dans l'atelier du fresquiste, mais proche, il faut un point d'eau. Alors là vous voyez une carafe, c'est symbolique, mais si cette carafe est remplie, c'est qu'il y a un point d'eau non loin. Et oui, on mélange évidemment le sable et le chaux avec de l'eau et on réhumidifie sans cesse. Le travail du fresquiste, c'est une course vis-à-vis de l'eau. Après les matériaux du maçon viennent les matériaux du peintre. En premier lieu, il faut mentionner les pigments. Et les pigments uniquement, c'est-à-dire sous forme de poudre. Toujours avec de l'eau, que l'on a mentionné, et des pots pour faire les mélanges de couleurs. Et oui, j'ai bien dit uniquement les pigments. Pas de liant, pas d'huile, pas de tempéra à base d'œuf, pas non plus de gouache, de gomme arabique ou de cire ou ce que vous voulez. Il n'y a pas de liant, seulement les pigments. Car le liant, c'est la chaux présente dans le mur. Évidemment, après les pigments, les matériaux de l'artiste peintre, ce sont les pinceaux. Quel pinceau utilise-t-on à fresco? À fresco, on peint sur un enduit rugueux, avec du sable. Même si l'on a un enduit fin, un intonacino par exemple, ça reste un enduit chaud. Donc il faut des pinceaux solides. Les soies de porc sont traditionnellement les pinceaux utilisés à fresco. On peut en utiliser d'autres, mais ils sont justement solides, rustiques, ils ne tiennent bien le coup et ils permettent malgré tout de faire des choses assez fines. Cela dépendra de la taille du pinceau. Il faut des pinceaux un peu fins pour évidemment faire un travail artistique de ce type-là, plus ou moins dur. On peut avoir des pinceaux plus fins encore, par ici, pour faire les détails du visage. Et puis bien sûr, il faut des gros pinceaux, parce que dans une fresque qui représente par exemple des personnages quasiment à taille réelle, faire des drapés, même s'ils sont fins, il faut y aller, il faut avancer. Sinon, on n'a pas le temps de travailler toute la giornata à la fin de la soirée. Perdu au milieu de la table, vous pouvez apercevoir deux petites choses curieuses. Les poncettes. Une poncette,
qu'est-ce que c'est? Une poncette, ça sert à quoi? D'abord, une poncette, qu'est-ce que c'est? Voici, par exemple, à quoi ressemble une poncette. C'est un bout de chiffon auquel on a donné la forme d'une bourse remplie de pigments, traditionnellement de couleur ocre rouge, comme la sinopia. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on tapote? Les pigments étant plus fins que les trous du textile, que la trame du textile, eh bien, ils passent à travers. Ça nous amène à la deuxième question, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à reporter le dessin préparatoire comme un calque sur le support. Petite explication un peu plus développée, le dessin préparatoire est agrandi à l'échelle 1, c'est-à-dire à l'échelle définitive de la fresque. Il est perforé de petits trous le long de la ligne, des contours, et ainsi préparé, il est appliqué sur le mur. À ce moment-là, on vient avec la poncette tapoter, le pigment passe à travers le textile et les petits trous. Il s'imprègne dans l'enduit chaud frais. Quand on retire le dessin préparatoire, qu'est-ce qu'on voit? Le dessin à travers une série de petits trous, très discrets. Mais le dessin est reporté tel un calque. Petite anecdote de culture générale, vous avez entendu le terme de poncif et de poncette. Pourquoi parle-t-on de poncif lorsque l'on répète une chose qu'on a souvent entendue? C'est courant, c'est un poncif, dit-on. Eh bien, ça vient de là. On fait des petits trous dans le dessin préparatoire, des punctum. Ça permet de faire des petits motifs en forme de trou, donc une poncette. Poncette et poncif viennent de punctum. Et ça permet de dupliquer le dessin préparatoire à l'infini, une sorte de calque. D'où l'expression de poncif qui s'est étendue à d'autres domaines que la peinture. Et enfin, sur son lieu de chantier, l'artiste fresquiste doit avoir avec lui ses dessins préparatoires. Alors pourquoi a-t-on besoin de dessins préparatoires sur le lieu du chantier? D'abord, 3 types de dessins dont on a besoin sur place. Le dessin préparatoire proprement dit, le poncif dont on a déjà parlé, et l'étude de couleur. Voici donc quelques exemples de dessins préparatoires. Dans un cas comme celui-ci par exemple, le dessin préparatoire et le poncif, c'est la même chose. Ça c'est le poncif, peut-être voyez-vous les petits trous réalisés, et ça c'est l'original. J'ai choisi de travailler le visage à l'échelle 1, afin d'avoir toute la place de travailler la finesse. Donc en l'occurrence, c'est la même chose. Mais dans d'autres cas, comme celui-ci par exemple, ou encore celui-ci, on a des personnages entiers qui vont être agrandis quasiment taille réelle, ça ne va pas être la même chose. Alors petit aparté, à la Renaissance, ils agrandissaient leurs dessins au carreau. De nos jours, on a des moyens d'impression un petit peu plus pratiques qui permettent de gagner du temps. À quoi servent chacun des dessins dont j'ai parlé? Le poncif, je l'ai déjà dit, ça sert de calque, à reporter le dessin. Le dessin préparatoire originel, lui, sert tout simplement de modèle. Pour quelle raison? La technique de la chaux est exigeante. Elle impose d'exécuter son travail
en une journée, en 24 heures à peu près, à cause du séchage. Par ailleurs, la transparence de la chaux, qui permet d'obtenir justement une transparence et une luminosité exceptionnelle, empêche les corrections. Ce sont les raisons pour lesquelles il est impératif d'avoir son modèle sous les yeux afin de faire un travail tout de suite sûr. On peut donc disposer son dessin préparatoire sur un petit chevalet ou quelque autre support, ou encore le tenir à la main si on est en haut d'un échafaudage par exemple, je ne sais quoi. Voilà donc à quoi sert le dessin préparatoire. Mais me diriez-vous, pourquoi ne pas utiliser le poncif? La raison, c'est simple, c'est que lorsque le poncif a été agrandi taille réelle, il est immense, il n'est donc pas du tout maniable. Il faut donc avoir ce petit dessin préparatoire sous les yeux. Le troisième dessin qu'il faut avoir sur place, c'est l'étude de couleur. Donc voici un exemple. Vous avez ici le dessin préparatoire et son étude de couleur. Avec celui-ci, on a le dessin qui est assuré. Avec celui-là, on a les rapports de couleurs qui sont déjà recherchés en amont. Tout cela signifie que le travail d'inspiration se fait en grande partie, en majeure partie, en amont, dans l'atelier, afin de laisser toute la liberté d'exécution sur le chantier. C'était la présentation de l'atelier du fresquiste, c'est-à-dire le lieu de son chantier. J'essaierai, entre deux commandes, de préparer une prochaine vidéo sur la journée du fresquiste, c'est-à-dire l'exécution de son travail. J'espère que ces explications vous ont plu. Que Dieu vous bénisse.